Bonjour et bienvenue à Une semaine un dimanche, première partie de ce dimanche. Une semaine un dimanche, c'est le magazine dominical de Radio Equinox qui fait le round-up des principaux faits ayant marqué l'actualité au cours de la semaine qui s'achève. Une semaine, un dimanche, c'est l'analyse des spécialistes, c'est l'expertise des hommes de terrain, c'est le regard croisé des leaders politiques, des opérateurs économiques, des acteurs sociaux sur des questions d'actualité. Une semaine, un dimanche de ce dimanche, mise en ordre des réalisations Hervé KM, préparation et présentation du Val Fangwa, avec la collaboration de toute l'équipe de la rédaction de Radio Equinox. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Une semaine un dimanche, ce dimanche, j'ai fait un zoom sur un sujet d'actualité, le décès du prince René Bel, roi du canton Bel, et bien sûr la désignation de son successeur, Jean-Yves Boubou Bel. Une excellente occasion au moment où le canton Bel et le peuple Sawa dans son ensemble s'apprêtent à célébrer le culte du génie du fleuve. C'est une occasion donc de plonger dans la tradition et l'histoire de ce peuple Bel pour en comprendre les origines, les caractéristiques culturelles et sociopolitiques dans la longue et glorieuse marche des peuples côtiers du Cameroun de façon générale vers la liberté. Et pour en parler, nous croyons avoir trouvé celui qui a le meilleur profil pour l'expliquer avec autorité. C'est un fils Sawa et pas n'importe lequel, il appartient à l'une des familles régnantes à Douala. Il est le petit-fils de Lok Priso, grand résistant à la colonisation allemande au Cameroun. Et c'est d'ailleurs lui qui a été désigné pour délivrer le nom du nouveau roi des Bels. Notre invité fait partie de la fine crème de l'intelligentsia camerounaise au regard de la qualité et de la quantité de ses publications. Il a été pendant une décennie président des écrivains du Cameroun et vice-président des écrivains d'Afrique centrale. Il a écrit 70 livres pendant ses 40 années d'activité littéraire. Il a été enseignant à l'université de Lyon 2 en France, professeur avec habilitation en sciences politiques de l'université de Libre de Berlin en Allemagne. Depuis quelques années, il enseigne à l'université de Yaoundé 2. Il est non seulement politologue et romancier ou poète, mais aussi dramaturge et germaniste. Prince Koumandoumbe III. Prince Koumandoumbe III. Bonjour. Bonjour, Duval Fangwa. Je veux être sûr que c'est exactement comme ça que cela doit être dit. Mais l'université de Yaoundé 1, Salingo Ekele, j'enseigne depuis 1979. 79, oui, tout à fait. 1979 pratiquement, et je viens de prendre ma retraite. Malheureusement. Pourquoi il faut céder la place aux autres? Merci de nous faire l'honneur de venir sur ce plateau ce dimanche. C'est avec plaisir que je me suis déplacé parce que je pense que c'est très important pour le peuple Sawa, c'est très important pour les Camerounais de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, tellement de décisions qui se prennent et les gens ne savent même pas comment. Ils n'ont pas les repères parce qu'à l'école on leur a pas appris et même à la maison aussi on leur a pas appris. Alors vous avez des décisions qui tombent comme ça. Bon, on accepte ou on n'accepte pas, mais en réalité on n'en comprend pas les contours. On n'en comprend pas les contours et même quand il y a des disputes, c'est parce que ce sont des disputes parce que non, moi je veux la place ou bien l'autre dit non, c'est pour moi, mais pas parce qu'ils peuvent savoir vraiment quels sont les fondements. Quels sont les fondements. Et j'espère que... Nous espérons donc que vous partagez avec nous ce que vous savez sur l'histoire sociopolitique du canton belge du peuple Sawa de façon générale. C'est une question qui doit intéresser tous les Camerounais parce que c'est vrai que vous avez paraphrasé Tchekanta Diop tout à l'heure qui indiquait que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Mais je passe sous votre contrôle. L'histoire du peuple Sawa est indissociable de celle du canton Bel et des peuples côtiers de façon globale. Mais l'histoire du Cameroun, parce que ce que les gens oublient, c'est que le nom même Cameroun, c'est ici qu'on appelait Cameroun avant la colonisation. Avant la colonisation, c'est ce territoire contrôlé, si vous voulez, par les Douala. C'est ça qu'on appelait Cameroun, Rio dos Camaroes. Bon,
c'est après, par extension, quand les Allemands donc ont pris tout le pays, qu'ils ont dit Cameroun pour l'ensemble du pays. Au lendemain du congrès de Berlin. Voilà. Et ils ont dit, bon, ici on ne va plus dire Camerounstown, mais Douala. C'est en 1901 que les Allemands ont pris cette décision-là. Et c'est depuis qu'on dit ville de Douala et non plus ville du Cameroun. Donc, voilà qui devrait amener les uns et les autres à comprendre même l'origine du nom Douala que porte la capitale économique. Oui, oui, parce que bon, les Allemands se sont dit pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le grand territoire maintenant qu'ils ont pris depuis la conférence de Berlin, qu'ils ont eu comme cadeau sur la table à Berlin, et le Camerounstown, puisque tous les contrats même qui ont été signés, en 1884, c'était toujours Camerounstown. Bon, pour qu'il n'y ait pas confusion, on va donc dire débaptiser, pas tout de suite, hein, pas tout de suite en 1884. Ils ont attendu qu'en 1901 pour débaptiser donc Douala, et enfin Camerounstown et dire ville Camerounstadt, parce qu'avant ils disaient Camerounstadt en allemand, c'est-à-dire ville du Cameroun. Bon, maintenant en 1901, ils disent ville de Douala. Voilà. Donc, et pour les Sawa, c'est très clair. Vous savez, pratiquement jusqu'en 1813, il y avait un king pour tous les Douala, c'était King Bell. Il n'y avait pas deux kings. Le schisme est seulement venu après 1813, où vous avez eu donc aussi Akwa qui a pris son indépendance. Après Akwa, vous avez eu Daido aussi qui a pris son indépendance. Mais King Bell a été pratiquement, Bell lui-même a régné pratiquement depuis 1792-93. Alors, si je comprends bien, vous avez expliqué que si on va faire un peu comment on appelle ça, un peu de science-fiction ou d'alchimie là, vous semblez dire que si le traité germano-camerounais du 12 juillet 1884 avait été signé en 1812, eh bien la seule... 1800. S'il avait été signé en 1812, ça veut dire que la seule signature qui aurait été portée au bas du document aurait été celle du roi Bell. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui est le chef suprême de tout ce qu'on parle de la ville. Il n'y avait pas deux. Bon, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on n'apprend pas notre propre histoire. Hein, les gens vont vous citer les choses qui s'est passé à Versailles, dans les autres pays, mais leur propre histoire. Mais encore que le cas de Versailles, ça peut nous intéresser d'une certaine façon. D'une certaine façon, mais il n'y avait que King Bell. Or, Bell veut dire belle. Bell, ça veut dire belle, c'est-à-dire les gens de Bonabéry. Bonabéry, ça veut dire Bona. Vous savez, le Bona, ça veut dire les gens de. Bonabelle. Les gens de Belle ou Bonabedi, c'est ça qui est devenu Bonabéry. Donc c'est un enfant de Bonabéry qui règne sur le trône de King Bell jusqu'aujourd'hui, où le prince René est en train de partir. Même les Douala ne savent pas ça. Alors je voudrais donner cette explication, puisque vous me donnez l'opportunité de le faire. Douala Makongo était le papa l'aïeul. Qui était donc vraiment le roi d'ici, et il avait plusieurs enfants. Il avait l'aîné, c'était Priso. Oh, ça c'était avant 1792. Hein. Ça c'était avant 1792. Donc il avait plusieurs enfants et il avait Priso, Bonapriso. Nous sommes là au cœur même de la traite négrière, si vous voulez, si on peut le dire. Oui, ou disons vers la fin quand même, vers la fin. Oui. Et bon, ça c'est un autre sujet. Ouais. Comme les Américains seront ici au mois de décembre, on aura l'occasion de reparler de tout cela, parce que je dis que nous devons aussi prendre nos responsabilités par rapport à ce qui s'est passé à l'époque pendant l'esclavage. Alors vous remontez donc à 1792. Donc ça c'était avant 1792. Alors, pour se faire simple, il y avait des disputes dans la famille. Priso était l'aîné et il savait que c'est lui qui allait succéder, prendre la place donc de son père Douala Makongo. Mais Priso avait une réputation d'être très violent. Très violent, même très fort, mais aussi surtout très violent. Et ça créait des problèmes dans la famille. Et comme il voyait que Bélé, son frère Bélé, était un peu aimé par son papa, il l'agressait. Alors, leur papa, qui s'appelait Douala Makongo, a dit à Bélé, moi je ne veux pas voir le sang couler dans ma maison. Éloigne-toi. Va te débrouiller ailleurs. Je ne veux pas que toi et Priso y ait des altercations ici. Alors, Bélé traverse donc le fleuve.
et va donc du côté qu'on appelle aujourd'hui Bonaberi. Il va donc s'installer là-bas et bon, il prend les femmes, etc. Il devient quelqu'un de très très important. Il établit son propre royaume maintenant de l'autre côté du fleuve. Bon. Et quand Douala Makongo, leur papa donc, sent que maintenant il se sent déjà un peu vieux, il va bientôt partir, il envoie donc le message à Belé pour lui dire, bon, maintenant je vais bientôt partir, viens t'asseoir sur le trône. Moi-même, je te mets sur le trône avant que je meure. Alors, Belé est embarrassé et il se dit, mais moi-même j'ai déjà mon propre territoire que je contrôle, etc. Et comment est-ce que je vais encore m'asseoir là-bas? Alors, il appelle un de ses enfants et lui dit, bon, je vais t'envoyer de l'autre côté pour régner. Il dit, quoi? Toi, tu as peur de Priso. Tu as peur que Priso te tue et maintenant c'est moi que tu envoies, moi je ne pars pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, il y avait un grand baobab à Bonaberi. Il appelle donc tous ses fils, il dit, bon, voilà, le père d'Ola Makongo dit que c'est moi qui dois prendre. C'est le lieu qu'on appelle le du grand baobab? Pardon? C'est le lieu qu'on appelle grand baobab. Oui, bien sûr, il y avait un grand baobab là-bas. Ouais. Il y avait un grand baobab qui était de telle manière que il y avait un trou où vous pouviez, même quand il y avait les grands rituels, vous entriez pour faire les rituels, où on vous faisait dormir là-dedans pour faire les rituels. Dans le baobab. Dans le baobab. Si le baobab existait encore, le prince René, avant de l'enterrer, on l'aurait amené dans le grand baobab à Bonaberi. C'est toujours comme ça, parce que c'est un enfant de Bonaberi. Alors, parenthèse, pourquoi le baobab a disparu? Ah, vous me posez une question là, incroyable. Vous savez pourquoi est-ce que le baobab a disparu? J'avais prévenu à l'époque. Tiens, comment vous me posez cette question-là? Attendez, je vais vous sortir un... Alors, je note la question quelque part, on va y revenir. Notez la question. Que vous retrouviez, oui. Parce que... Ah oui, voici. Vous me posez une question terrible, Monsieur Duval Fango. Pardonnez-moi. J'ai publié ici, dans un journal qui s'appelait Galaxy, numéro 58 du 9 septembre 1993. 1993. Voici ce que je dis. À vous qui êtes chargés d'exécuter les basses besognes, sachez que la force des armes que vous détenez n'est rien. Que ceux qui insisteront ou voudront jouer les héros ne viennent pas supplier par la suite. Et ici, un avertissement solennel et public. Que ceux qui, d'ici ou d'ailleurs, ont souillé le baobab des belles et belles se répandent et restituent ce qui ne leur revient pas avant la fin de la saison des pluies. 93. Septembre 93. Les gens qui étaient responsables ne se sont pas repentis et le baobab est tombé. À la fin de la saison des pluies, le baobab est tombé et Eniskoum, qui était le chef supérieur, est mort. J'ai répondu à votre question. Je voudrais continuer pour dire que comment est-ce que maintenant c'est un enfant de Belé qui est là-bas sur le trône? Je vous avoue que je n'ai pas très bien compris, mais bon, on va revenir là-dessus. Mais le baobab est mort parce que ça suffit. On a trop souillé. On a trop manipulé. Le pouvoir traditionnel ne se laisse pas manipuler comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez une autorité publique. Ce n'est pas parce que vous pouvez signer un décret que vous pouvez manipuler les forces traditionnelles. Et ici, j'avais averti. Vous avez le document devant vos yeux ici. Ouais. Septembre 93. Halte aux assassins. Et j'avais dit arrêtez. Ils n'ont pas arrêté, ils ne se sont pas repentis et le baobab est tombé. Bien. En tout cas, il y a eu un problème entre l'autorité administrative établie par le pouvoir, peut-être néocolonial, si on peut le dire ici, et puis la nécessité qu'il y avait à respecter l'autorité traditionnelle. Je résume ça de cette façon. Alors, revenons donc sur la principale, la question de fond. Donc, le baobab de Bonaberi était un lieu sacré, théâtre de nombreux rituels où le peuple savait où les grandes décisions étaient prises. Vous dites donc que vous dites donc que le roi Bel de l'époque appelle donc son fils et lui demande d'aller régner de l'autre côté du fleuve. C'est pas encore le roi Bel, c'est le roi Douala Makongo. Oui. Le ailleurs à tous. Il dit, Priso, je ne te donne pas, je t'écarte de la succession.
Belle ne vient donc pas, mais Belle ayant réuni les enfants sous le baobab, oui. il y a un qui s'appelle Bébé. Oui. Bébé Belle, donc le bébé Belle, il dit papa envoie-moi. Et c'est ce bébé donc qui va, qui traverse donc sur le plateau Jos, de l'autre côté du fleuve, et son grand-père, donc Dola Makongo, l'installe sur le trône. Et c'est ce bébé-là, n'est-ce pas, qui a mis au monde Ndoumbe, enfin, qui a mis au monde Lobé qui met Ndoumbe, le fameux Ndoumbe qui a signé le traité du 12 juillet 1884. Et c'est ça, les Rudolf Douala Mangabel, Alexandre, le prince Alexandre, le prince René, donc tout ça, ce sont les Bonabel. Et c'est pour cela que quand au canton Bel, à l'intérieur du canton Bel, vous avez les Bonabel avec leur propre pagne. Alors, pour ne pas qu'il n'y ait pas de confusion entre les Bonabel qui sont donc à Bonabéry et les Bonabel qui y a sur le plateau Jos, on dit Belle pour nous qui sommes du côté de Bonabéry et Belle pour ceux qui sont du côté du plateau Jos. Alors, c'est pour cela que ceux qui ont vu savent que le prince René et moi, on ne pouvait pas passer 2 semaines, 3 semaines sans se voir. Hein, même si c'est seulement quand il est tombé vraiment très malade qu'on ne se voyait plus comme ça, parce que nous sommes de la même famille. Et c'est pour cela aussi que quand vous aviez des choses très importantes, même au Rixbel, quand Oryx Bell allait faire ses matchs, il venait d'abord au Baobab. On disait Oryx Bellois. Bellois, c'est Belle, n'est-ce pas, et le prince Alexandre. Bon, je crois que ce sont des choses qui sont connues aujourd'hui. Paabouanga et le prince Alexandre, c'est eux qui m'ont pris comme bébé pour me mettre dans le Baobab. Donc, vous savez, c'est la même famille. Et dans cette famille, alors vous avez aussi toute une généalogie. Le prince René était mon aîné, n'est-ce pas, bien sûr, au niveau de l'âge. Mais dans la généalogie de la maison familiale, moi je suis de la 5e génération. Depuis le roi belge, je suis de la 5e génération. Le prince René est de la 8e génération. Donc, le prince René part. Qui est l'aîné des aînés qui est encore vivant? C'est Koumandoumbé III, le prince. Et c'est pour cela que j'ai pris mes responsabilités vis-à-vis de ce que je sais qui se passe dans la famille, vis-à-vis de ce que je sais qui se passe parfois dans les administrations, pas seulement parfois, des choses qui sont très graves, que j'ai pris mes responsabilités et que j'ai dit, voilà ce qui est. Et là, il n'y a même pas... ça transparaît clairement dans la déclaration solennelle que vous avez rendue publique le 15 novembre dernier. Vous dites, moi, prince Koumandoumbé III, assis sur le trône de Lok-Priso Kouma Mbappé, roi des Bélé-Bélé depuis l'Antiquité, après 3 jours et 3 jours et 3 jours, après 9 jours, je déclare solennellement, le prince René Doualabel a passé le flambeau à son fils Jean-Yves et Boumbou Doualabel sur le trône du canton Bel à Douala. Le roi est allé rejoindre les ancêtres. Vive le roi. Exactement. Alors, bien sûr, il y a eu un soulèvement... de part et d'autre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait cette déclaration? Qui est mon aîné? Qui lève le doigt dans cette famille? Qui est mon aîné dans cette famille? Donc je suis l'aîné des aînés, et c'est pour cela que, en accord avec le prince René, j'ai fait cette déclaration. Justement. Parce qu'on ne pouvait pas dans notre tradition. Et c'est ça que les gens qui ne savent pas doivent savoir. Parce que quand les gens parlent de Dimbambe, il faut qu'ils sachent comment le Dimbambe est organisé, c'est-à-dire nos traditions. Vous ne pouvez pas passer 3 jours. Vous passez encore 3 jours. Et vous dépassez encore 3 jours, c'est-à-dire 9 jours. Vous ne dites pas qui est le roi. Or, le 15 novembre, c'était le 9e jour. Et la déclaration devait être faite. Au-delà des, je veux dire quoi, des conditions liées au temps, au timing, est-ce qu'il n'y a pas un contexte, est-ce qu'il n'y a pas un ensemble de rituels, un ensemble d'éléments qui doivent être réunis dans la désignation du roi? Comment est désigné le roi Bel? Alors, il y a plusieurs, situations. Si le roi qui est parti n'a désigné personne, alors là, il y a des conciliabules. S'il est parti sans désigner personne, alors là, on regarde qui est légitime. Et ce n'est pas tout le monde qui regarde, parce qu'aujourd'hui,
on pense que ce sont les chefs qui doivent se réunir. Ce n'est pas une histoire de chef, c'est une histoire de la famille. C'est les enfants qui doivent se réunir pour dire maintenant qui on va choisir. S'il n'y a pas eu de successeur désigné. Or, dans notre famille, la famille Belle, nous avons une tradition de laisser la succession de son vivant. Je crois que chez certains peuples américains, on ne le fait pas. On cache. On cache parce qu'on a peur qu'on tue le successeur. Mais chez les Belles, et nous avons une tradition écrite très vieille. Et je vous ai dit tout à l'heure comment Bébé a pris le pouvoir. À Bonabéry, comment ça s'est passé? À Bonabéry, Belle a donné le pouvoir à Mbappé. Vous avez Mbappé à Bonabéry. Il a donné le pouvoir à Mbappé de son vivant. Et Mbappé a donné le pouvoir à Koum de son vivant. C'est-à-dire à Locke Priso de son vivant. Et Locke Priso est le père de mon père. C'est pour cela que je m'assois aujourd'hui sur le trône. Même si les décrets en ont voulu autrement. Le trône de Locke Priso, je m'assois là-dessus chaque matin. Et j'ai le pouvoir traditionnel. Maintenant, comment est-ce que dans ce cas précis les choses se sont passées? Rudolf Douala Mangabel, parce que je ne vais pas plus loin, parce que Rudolf Douala Mangabel, ça dit quelque chose à tous les Camerounais, puisque c'est un héros national. Mort pendu en 1914. Pendu en 1914. Par les Allemands. Il est pendu par les Allemands. Son fils, qui devait le succéder, le prince Alexandre, était en Allemagne. Il n'était pas ici. Il était en Allemagne, il était même parti en Allemagne à l'âge de 4 ans et demi. Vous imaginez? C'était pour le dresser vraiment, etc. Quand il revient, d'abord il revient 5 ans plus tard, c'était quand même un drame très important. Quand il revient, on ne lui donne pas le pouvoir. Hein. Il a quel âge? Quand il revient, il a à peu près 19 ans. On ne lui donne pas le pouvoir. Le prince, l'administration, et c'est pour ça que j'ai dit attention, quand l'administration agit là, il faut faire attention. Bon, à l'époque, c'est l'administration coloniale française. Les Allemands étaient partis, comme ils avaient perdu la Première Guerre mondiale. Le prince Alexandre vient donc, d'abord on lui dit que tous les biens de son papa sont confisqués, parce que son papa a été condamné à mort, dont les biens ont été confisqués. Il n'a pas d'argent, il doit vivre vraiment pauvrement. Mais, on lui refuse aussi l'accès au trône. Donc, on fait des régences. Donc, on met les frères de Rudolf, etc. Le prince Alexandre doit attendre, vous savez combien d'années pour accéder au trône? Non. 32 ans. Il vit à Douala. Les gens ne savent pas ça. Que le fameux Alexandre Doumbé Douala Mangabel attend 32 ans pour qu'on lui donne le trône de son père, Rudolf Douala Mangabel. Bon. Mais maintenant, et c'est ça que les Sawa, les Douala doivent savoir. Comment est-ce que le prince Alexandre, maintenant, est-ce que c'est l'enfant du prince Alexandre qui a continué après sa mort en 1966? Ce qui va se passer, c'est que le prince Alexandre avait son propre fils, qui s'appelle José Emmanuel. Il avait un fils et une fille, mais qui vivaient plutôt à Versailles. Pour d'autres raisons, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Mais on pourra en parler s'il y a le temps. Mais le fils vient ici, à Douala, José, et fils et père ne s'entendent pas. Il y avait beaucoup de problèmes, parce que d'abord, ils vivaient séparés, et le fils vivait avec la maman à Paris, n'est-ce pas? La maman Andrea Berroa. Berroa, c'était la femme c'était la femme du prince Alexandre, né d'une Allemande et d'un papa cubain. Ils restent là-bas, ils ne viennent pas au Cameroun. Elle n'est jamais venue au Cameroun, l'épouse du prince Alexandre. Bon, l'enfant donc vient ici à un moment, et son comportement, tout ça, ça ne va pas. Alors il y a plusieurs versions. D'abord, l'enfant n'était pas bien élevé, et puis d'autres disent que les Français ont monté l'enfant contre le prince. En tout cas, au Parc des Princes que vous connaissez là à Bali, dans la maison qui est là, il y a donc une altercation entre le papa et le fils. Leur frère Aïtel vient pour séparer, il s'en va et l'altercation recommence. Jusqu'à ce que le prince Alexandre prenne son fusil et tire sur son fils. Le prince Alexandre assassine donc son fils dans sa maison. Le prince René a publié un gros livre
nommé le prince Alexandre, où il y a toute cette documentation, tous les procès-verbaux des tribunaux sont là-dedans. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que le prince Alexandre, maintenant, n'a plus d'héritier. Alors, qu'est-ce qu'il fait après cet assassinat-là en 1947? Il dit que René, le fils de son frère Aitel, il dit, c'est à René que je laisse mon trône. Bon, et il le fait effectivement par écrit, il dit ça à tout le monde. Tout le monde sait qu'après la mort d'Alexandre, c'est René qui va succéder. Mais il prend ses précautions. Il dit, Alexandre dit à son frère Aitel que, attention, c'est à ton fils que je suis en train de laisser mon trône. Ce n'est pas à toi. Je ne veux donc pas que demain, ni à ta famille, ni à ta famille, je ne veux donc pas que demain ou après-demain, vous venez dire que moi, Alexandre Douala Mangabé, le trône que j'ai laissé, c'est pour à la famille Aitel. Donc, je te demande d'écrire, toi, Aitel, de renoncer par écrit. Et Aitel, vous pouvez lire. Alors, j'ai ce document, je suis signé Douala Bel, Aitel, Manga, déclare renoncer irrévocablement à la succession traditionnelle en faveur de mon fils René Douala Bel, signé le 13 novembre 1951. Voilà. Pour législation, la signature de Douala Bel, Aitel, Manga. Et puis, je vois une signature, délégation du haut commissaire Douala, Cameroun. Voilà, c'est voilà. ça. Vous voyez donc, les Douala ne savent pas que ce document existe. Les Sawa ne savent pas, les Camerounais ne savent pas. Donc, il y a un document où Aitel Manga renonce au pouvoir. Et quand vous avez renoncé au pouvoir, ça veut dire que vous avez renoncé avec toute votre descendance. Or, comme René, lui, même s'il est l'enfant de Aitel, avait eu le trône par l'ayant droit au trône lui-même, c'est-à-dire Alexandre, c'est comme ça donc que René va accéder au trône, René est à Paris, et la famille va accepter par un procès verbal en 1966. Et puis là, c'est après tout ça que René revient donc au Cameroun et prend donc le pouvoir. Alors, parce que vous m'avez demandé comment est-ce que se passe la succession. Ouais. Alors, dans ce cas d'espèce du Val-Fangwa, c'est très intéressant. Quand le prince René va sentir que bon, lui-même, il a déjà plus de 80 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ses enfants. Il a 2 enfants, lui aussi il a 2 fils. N'est-ce pas? L'un s'appelle Alexandre Ndoumbe Douala. C'est pour ça que, comme nous, la revue Ndoumbe, tout ça, on a toujours le sentiment que c'est l'autre. C'est les ancêtres qui viennent diriger. Alors, le prince René dit donc à son aîné, qui s'appelle Alexandre Ndoumbe Douala Manga, est-ce que je peux te laisser ce trône? Il dit, je ne veux pas. Il demande donc à Jean-Yves Bumbu, ton frère aîné ne veut pas, je veux te laisser donc la chefferie. Ils sont tous en France. Nous sommes à quelle période? Oh, ça c'est dans les années 2000, hein? Disons 2005 comme ça. Combien sont-ils les fils de René Bel? Deux. Alors Alexandre et Jean-Yves. Voilà, Alexandre et Jean-Yves. Jean-Yves commence donc, on lui dit, bon écoute, il faut que tu reviennes doucement pour que tu t'habitues à comment est-ce que les choses se passent, parce que même la langue, quand les gens vivent en France là, n'est-ce pas, le Douala c'est pas évident, hein? Et le prince Alexandre lui-même, quand il est venu ici, il y avait la réunion, il disait Mounia Nyouni e, c'est-à-dire au lieu de Mouna Nyou nous et bon, parce que lui-même son Douala il ne maîtrisait pas, il a maîtrisé seulement au fur et à mesure. Donc on dit à Jean-Yves, tu reviens. Il commence donc à revenir. Le prince René commence à le promener, à le présenter, à l'amener au Ngondo, à dire voici mon successeur. Personne aujourd'hui ne peut dire que le prince René n'a pas présenté Jean-Yves comme son successeur. Or, comme nos choses dans la famille, c'est toujours écrit. En 2009, le prince René amène le Ngondo au Canada. Et quand il amène Ngondo au Canada, on parle encore, je dis au prince, il faut que tu règles ce problème. Parce que le jour où tu vas partir, si tu ne règles pas ce problème, nous aurons trop de problèmes. Donc règle ce problème. Alors, le jour où il va au Canada,
il laisse un papier, absence du président en exercice de Ngondo, chef supérieur du canton Bel, en séjour au Canada. Et lisez ici, dans le 3e point, ce qu'il écrit, s'il vous plaît. Si par malheur le Seigneur Tout-Puissant ne daigne pas m'accorder la grâce de rentrer vivant au Cameroun, ce sera mon fils Jean-Yves Douala-Bel qui me succédera à la chefferie supérieure du canton Bel avec l'honneur de diriger la communauté d'Ouadour. Et c'est signé à Douala le 7 août 2009, son Altesse Royale, Prince René Douala Mangabel, président du Ngondo, chef supérieur du canton Bel. Alors, président du Ngondo en 2009, c'est clair ici dans ce document, et j'ai publié ce document dans le livre du Prince René, son livre Le Prince Alexandre. J'ai fait une 2e édition de ce livre-là, en mettant ce document pour que demain ou après-demain, personne ne dise qu'il ne savait pas. Mais Prince, comment nous mettre qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut expliquer donc qu'il y ait peut-être pas des réticences, mais des hésitations telles que vous les soulevez. Et le prince René Bel, il n'avait que 2 fils, vous l'avez dit, Alexandre et puis Jean-Yves. Voilà. Et selon les explications que vous donnez, il aurait proposé, par exemple, à l'aîné, qui de toute évidence n'en voulait pas. Alors d'où peut venir la difficulté aujourd'hui? Bon, je n'ai pas fini. Ça, c'est un document de 2009. On va revenir là-dessus. C'est 2009. Maintenant, et dans notre discussion avec Prince René, on a toujours dit, bon, est-ce que tu ne peux pas faire comme les ancêtres ont fait que, bon, avant que tu ne partes, tu abdiques et tu laisses. Bon, tout le monde sait déjà que c'est Bombou. Oui. Alors, maintenant, s'il vous plaît, lisez ce document. C'est un document qui est signé à Douala le 28 août 2012 et puis qui est d'ailleurs, je crois, validé ou authentifié par l'officier de police 2e grade. Alors, on n'apparaît pas très bien. En tout cas, le document est signé par le prince, du prince René Douala Mangabel et c'est intitulé avec en tête chefferie supérieure du canton Bel, ça c'est en tête. Et puis, en intitulé, je vois abdication. Je sous-signé Prince René Douala Mangabel, saint de corps et d'esprit, renonce irrévocablement à la chefferie du canton Bel et la transmet à mon fils Jean-Yves Douala Bel, comme le veut la tradition. Fait à Douala le 18 juin 2012 pour servir et valoir ce que de droit. Je vois le cachet de la signature, le cachet de la chefferie supérieure du canton Bel avec la signature du chef supérieur. Voilà. Je pense donc que j'ai pris le peuple Sawa et le peuple camerounais par ces documents que vous venez de lire à témoin. Je suis l'aîné des aînés des Bels. Et c'est pour ça que j'ai ces documents entre mes mains. Donc, comme nous savons ce qui s'est déjà passé dans la famille Bel, parce que vous avez dit, mais comment est-ce qu'il n'y a que 2 fils, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de problème. Étant donné que le premier, par exemple, selon les explications que vous avez données, n'en voulait pas. Voilà. Et maintenant, vous avez vu tous les documents. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Okay. Et je pense que la famille la famille Bonabele du plateau Jos, la famille Bonamanga, sera suffisamment sage pour régler ce problème. Mais pourquoi est-ce que j'ai pris mes devants? D'abord, il y avait le problème de 9 jours, et ce que le prince René et moi, on s'est dit. Parce qu'on sait ce qui se passe dans ce pays. À Bonaberi, qu'est-ce qui s'est passé? À Bonaberi, j'ai eu la succession de Locke Priso. Mais ce n'est pas, le décret est sorti en nommant quelqu'un d'autre. Et à l'époque, vous voyez ça par exemple, ça c'est la nouvelle expression du 27 août 1994. Lisez rien que le titre. L'administration torpille le chef légitime Koumandoumbe III. Un article signé David Nou, la nouvelle expression. Bon. Ici. Et là nous sommes, c'est le journal de la semaine du 17-22 août 1994. Voilà. Donc, et vous voyez bien la photo des préfets, etc. des autorités déconcentrées. Alors, s'il vous plaît, nous avons eu une expérience malheureuse pour l'autre trône des Bélés. Puisque, comme je vous dis, nous avons 2 trônes, un sur le plateau Jos et l'autre à Bonaberi.
Et le prince René a parlé fatigué. Regardez ce qu'il écrit ici, ça c'est un journal. C'est Camaroès, Voilà. du jeudi 20 novembre 2003. Voilà. Prince René Douala Mangabel, le journal le cite, Douala Mangabel est né et est mort pour le Cameroun. Chez les Bélé, Léon Droit est Koumandoumbe Troua. Boudjongo appartient au canton Bel. Voilà. Ça c'est le prince René. Parce que nous savons ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui se passe malheureusement avec l'administration. Soit parce que l'administration ne connaît pas l'histoire, mais puisqu'on lui donne les dossiers quand même, ils sont censés savoir. Et nous sommes dans une situation dans le canton Bel aujourd'hui qui est quand même assez compliquée parce que voilà la déclaration que j'ai faite, n'est-ce pas, Le 18 décembre 2003. Voilà. Et lisez ici, s'il vous plaît. Je n'ai pas abdiqué, je n'ai pas renoncé au trône de Bel Air. Voilà. Moi, Koumandoumbe Troua, je n'ai pas abdiqué. Parce qu'on m'a donné le trône, tous les rituels traditionnels ont été faits. Je n'ai pas abdiqué, je suis vivant et on met quelqu'un d'autre sur ce trône. Ça crée une situation quand même extraordinaire. Et il ne faut pas que ce genre de choses se répètent. Alors, maintenant, aujourd'hui, peut-être pour que ce soit un peu plus clair, Prince oui. Koumandoumbe Troua, Oui. il faudrait peut-être qu'on aille chercher dans l'histoire de ce peuple-là comment très souvent les chefs sont désignés. Je prends un exemple, parce que là vous avez parlé de l'implication de l'administration, et cela me fait penser à un ouvrage que j'ai lu, je ne sais plus très bien quel ouvrage, je ne sais pas très bien qui l'a écrit, mais je me souviens quand même que dans l'histoire du peuple Douala, on a indiqué par exemple que pendant la période anglaise, il y avait tellement d'affinités, de bons rapports entre le peuple Douala et les Anglais, je veux dire au lendemain de l'arrivée des missionnaires comme Joseph Méric entre autres, il y avait les rapports étaient tellement intéressants, tellement bons entre les deux, que les chefs Douala, ou les Douala, le peuple Douala, a invité le consul anglais Beecroft à venir présider une élection dans le canton Bel. Alors, le problème des Sawa, depuis la question sur la fin de l'esclavage, ils étaient très fragilisés. Vous vous rappelez, M. Duval Fangwa, vous avez fait l'histoire, vous vous rappelez justement que les chefs Bel et Akwa avaient écrit à la reine d'Angleterre. Ouais. Pour demander à la reine d'Angleterre de venir prendre, c'est-à-dire d'amener son administration dans ce pays. C'est en 1881. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà très fragilisés. Et c'est depuis ce moment que l'administration, donc d'abord coloniale, s'impose et s'y mixte. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que la tradition est restée très forte. La tradition est restée très forte parce que nos choses, comme on dit, notre chef, avant même que l'administration n'arrive, nous on a déjà fini. Le chef est désigné ou il est élu? Je pose la Jamais question, élu. Je pose la question parce que je prends un exemple dans les hauts plateaux du Cameroun par exemple. On sait que le chef désigne son successeur avant sa mort. Et il y a comme donc vous avez vu ici. Il y a donc quelqu'un effectivement qui est chargé de garder secrète cette information. Voilà. Et c'est lorsqu'il décède et après les rituels, les obsèques et tout cela, qu'au cours d'une cérémonie, je veux dire au cours des obsèques officielles, le successeur est voilà, arrêté. On attrape. Selon le terme, l'arrestation. Voilà. Et puis il va suivre la phase d'initiation qui correspond aux 9 semaines après. Alors, chez les Douala, le chef, il est désigné ou il est élu. C'est-à-dire que vous avez toujours une petite cellule de la famille. Ouais. Vous savez, parce que nous sommes des polygames. À partir du moment où on est des polygames, c'est-à-dire que vous n'avez pas une seule femme, donc il y a beaucoup d'enfants. Bon, donc il y a une petite cellule. Une petite cellule, on appelle ça parfois des chèvres, pour ainsi dire. C'est-à-dire que, comme par exemple, chez nous, les Bonambapais, nous avons 5 chèvres, comme on dit. Et ce sont ces 5 qui se réunissent donc. Ils désignent quelqu'un quand celui qui est parti n'a pas désigné. C'est-à-dire que comme le prince René, si le prince René n'avait désigné personne, bon, alors là, une petite cellule doit se réunir. Mais il l'a désigné. Ça veut dire qu'il n'y a plus de discussion. C'est comme le prince Alexandre. Le prince Alexandre a désigné le prince René. Donc il n'y a plus de discussion. Bon, c'est-à-dire que vous constatez, vous réunissez pour constater tout simplement que bon, maintenant le prince Alexandre est parti
rejoindre les ancêtres, et maintenant, c'est René qui prend la succession. C'est tout. C'est pas une question de discussion, que est-ce qu'il doit ou est-ce qu'il ne doit pas. C'est ce conciliabule qui est interprété comme étant une espèce, je veux dire, ce conclave qui est interprété comme étant une forme d'élection, c'est ça? Ce n'est pas une élection, c'est l'administration qui apporte les élections. Il faut donc corriger les manuels d'histoire. Mais c'est l'administration qui apporte les élections. Et je pense que même l'administration camerounaise est en train de faire des efforts aujourd'hui. Pour comprendre cela. Oui, pour comprendre. Parce que vous savez, c'est pas facile non plus. Vous êtes, par exemple, un Douala, n'est-ce pas? On vous nomme préfet à Garoua. Vous savez quoi de la tradition du milieu? Vous êtes obligé de chercher conseil à gauche et à droite, etc. Et vous savez comment nos Camerounais sont. Ils vous apportent les mauvais conseils dans la plupart des cas. Donc, mais je crois que l'administration a compris ce problème et est en train de voir comment gérer pour que la tradition soit respectée. Mais vous savez, nous avons aussi eu les problèmes de partis, les partis uniques. Depuis l'UNC, on a été très fragilisé. Vous le savez, l'UNC, le RDPC, etc. C'est-à-dire, quand le parti au pouvoir n'admet même pas un autre son de cloche, ça pose beaucoup de problèmes. Et quand, en plus de cela, n'est-ce pas, quand vous avez un parti unique, c'est facile. Parce que quand vous avez un parti unique, bon, tout le monde est dans le parti unique. Alors, Prince Koumanoubé III, il y a une autre préoccupation que je voudrais exprimer ici. Lorsqu'on parle, vous avez indiqué tout à l'heure que lorsqu'on parle des Belles, il y a les Belles de ce côté-ci, du côté Plateau-Josse, et puis les Belles de l'autre côté du fleuve. Lorsqu'on parle donc du canton Belle, ça correspond à quelle aire géographique? Alors là, c'est quel quartier? C'est Bonanjo. Bali, Bonanjo, Bonapriso, Bonadouma, Bonadoumbe. C'est ça le canton Belle. Et la correspondance, je veux dire l'équivalence sur le canton à quoi, c'est cela? Voilà, c'est ça. Vous avez maintenant aussi le canton Aqua, et vous avez aussi maintenant le canton d'Aïdo, qui est plus petit, mais il est là. Et bon, il est bel est de l'autre côté. Donc aujourd'hui, on peut parler de 3 cantons de ce côté-ci. Oui. Le canton d'Edo, voilà. Le canton Aqua, voilà. Et le canton Belle. De l'autre côté. Bon, mais maintenant, il s'est ajouté au fil du temps. Maintenant, vous avez les Bassa et vous avez les Bakoko, qui se sont donc ajoutés au niveau de leur autonomie. Mais dans l'époque ancienne, ce n'était pas ça. Quand en 1884, c'est pour ça qu'en 1884, quand le fameux traité de transfert de souveraineté a été signé, vous aviez donc Belle, Ndumba, ici vous aviez Belle, vous avez Daido, Djimekwala, et puis bon, vous avez l'Impondo au niveau de Aqua. Et Bonaberi, donc l'autre priso qui a dit que lui, il ne signe pas. Il a refusé, il disait que c'était un piège, cette histoire de signer, de transférer la souveraineté. Le débarquement des troupes allemandes commandées par l'amiral Knorr à Exactement. Et puis tout ce qu'on a vu comme conséquence. Et vous savez que cette histoire... Le palais a été détruit, le Tanguay emporté. Exactement. Et ainsi de suite. Ah ben vous en savez des choses, monsieur Duval-Fangwa. Mais vous ne soyez pas surpris que depuis 2 jours, l'Allemagne a envoyé une personne ici, une dame, pour enquêter sur cette histoire du Tanguay. Ah ben ça c'est nouveau. Oui, elle vient d'arriver. Elle est là pour 3 semaines parce que la question du retour de Tanguay au Cameroun est devenue un problème public en Allemagne. Il y a 75 organisations qui disent aux Allemands, nous avons honte que ce Tanguay soit à Munich. Ça, on a volé ça, rendez ça au peuple belge. Donc l'Allemande, Madame Anne Spletschtösser, est arrivée il y a 2 jours et elle va donc enquêter pendant 3 semaines sur ça, et puis elle va faire le rapport à son pays. Alors, Prince Koumanoubé III, il y a une dernière question. J'aurais dû commencer par là. Oui. Vous allez excuser que ça aille un peu dans tous les sens. J'aurais dû commencer par là. L'origine des peuples douala. Parce qu'aujourd'hui, au-delà des cantons Aqua, Bédo, Belle, et puis les Belles de l'autre côté, il y a d'autres cantons qui sont ajoutés. Vous avez parlé tout à l'heure des cantons Bassa. Ils ne se sont pas ajoutés, ils ont toujours été là. Bon, ils ont toujours été là. Pour le peuple douala, vous savez que les douala viennent du Congo. Je ne savais pas qu'on allait aborder ça, sinon je vous aurais apporté un document où j'ai pu retrouver ma généalogie jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ. 2e siècle? Oui.
J'avais donc même présenté ce document au Ngondo à l'époque, dans les années 93, je crois, quand c'est en 94, quand le problème de la succession... Alors quand ils arrivent, ils s'installent donc sur les côtes du Cameroun. Voilà. Il semble qu'il y a un peuple qui est déjà installé là à ce moment. Les Bassa et les Bakoko, non? Les Bakoko, on les a trouvés ici. Hein? Bon, vous savez, il y a beaucoup de mariages, et c'est comme quand Bélé est parti chez ses beaux-frères de l'autre côté du fleuve. Donc, mais il n'y a pas eu de guerre. Hein, mais il se trouve que quand ce peuple arrive, à ce moment-là, c'est, je veux dire quoi, c'est pratiquement une famille. On parle de Bidi, comment ça se dit encore? Ewale. Je veux dire, le peuple, lorsqu'il arrive à ce moment-là, il s'organise autour... ce sont des gens de l'eau. Oui. Ce sont des gens de l'eau, ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Ce sont des gens de l'eau depuis le Congo. Ce sont des gens de l'eau, et c'est par l'eau même. Ils s'organisent donc. Ils sont venus ici. Oui, je vais dire, à ce moment précis, qui dirige cette organisation, cette structure, ce mouvement, je veux dire, est-ce qu'on a des indications précises sur le nom du Ewale. Oui. Parce que ce Douala vient de là, non? Ewale. Oui, Douala vient de Ewale. Mais vous savez, monsieur Duval-Fangwa, moi, je lance un peu un appel aux universités. Aux universités, qu'ils essayent de diriger des recherches vraiment sur ces questions-là, parce que c'est vital, pas seulement pour les Douala, mais pour chaque peuple camerounais, et que quand ces recherches-là ont abouti au niveau des masters ou de doctorats, qu'il y ait des publications qui suivent. Bon, parce que même si, disons, tout le monde ne va pas lire, un jour ou l'autre, on aura besoin pour pouvoir se référer. Et moi, je suis prêt, au niveau de la maison d'édition que nous avons, je suis prêt à publier vraiment ces résultats de recherche. Donc, ceux qui travaillent sur les peuples camerounais, sur nos traditions, sur notre histoire politique, notre histoire économique, qu'ils sachent que s'ils ont de bons manuscrits, qu'ils me les amènent. Je vais les publier par la grâce de Dieu. Très bien. Aux éditions Afrique Avenir. C'est un excellent appel aux étudiants et puis aux universités de façon globale. Alors, pour sortir de ce sujet, donc, on retient que c'est aux alentours, je crois, 16e, 17e ou 18e que ces peuples-là partent du Congo, arrivent sur les côtes du Cameroun, et vous dites dirigés par le chef Ewale. Ewale. Il semble que c'est l'origine du nom Douala. Exactement. Voilà. Alors, ils trouvent donc sur place le peuple Bassa et Bakoko. Alors maintenant, quelle est votre position dans le débat? Je préfère dire débat pour ne pas dire polémique, qui assure les raisons qui amènent le peuple Bassa à reculer. Il y a deux thèses, vous le savez. Dans la première thèse, qui est essentiellement défendue par le peuple Douala aujourd'hui, c'est que lorsqu'ils arrivent, ils utilisent la force pour bousculer les peuples Bassa vers l'intérieur du pays et occuper donc la côte. Et chez les Bassa, on dit non, en réalité, c'était pas la force. Nous, on a vu des étrangers arriver, on était un tout petit peu pour faire preuve d'hospitalité, on a reculé vers l'arrière-plan pour leur permettre de s'installer sur la côte. Vous savez, moi je suis un homme... C'est un débat sur le sexe des anges? Non, je suis un homme de science. Je n'aime pas les on a dit que. Je n'aime pas mon grand-père m'a dit que. J'aime pas ça. C'est pour ça que je sais pourquoi j'ai lancé cet appel tout à l'heure au niveau de la recherche. Parce que vous verrez que ce sont souvent les Européens et les Américains même qui écrivent sur nous pour cette période-là. Il est grand temps que vraiment nos universités, c'est-à-dire, ouvrent des pistes de recherche pour c'est-à-dire que le mythe là, on quitte le mythe. Qu'on quitte le mythe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ici ou dans d'autres régions? Moi, si vous voulez, les recherches scientifiques que je dirigeais se limitaient un peu à la période allemande. C'est-à-dire, comment est-ce que nos peuples ont réagi quand les Blancs sont venus chez nous? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'il y a eu des guerres? Là, je peux vous répondre scientifiquement. Je n'ai pas dirigé de recherche là-dessus. Mais encore une fois, je lance un appel pour que ce travail soit fait. Oui, que ce travail soit fait et qu'on quitte les mythes. Les mythes, parce que quand quelqu'un a seulement les cheveux un peu gris, il commence à parler, et puis on dit que là, ça c'est un vieux, il doit savoir. Peut-être qu'il n'a même pas été à l'école à l'époque. Donc, non, vous comprenez, hein? Prince Koumba Ndouvé-Troye, malheureusement, nous allons nous séparer dans quelques petites minutes. On va vous remercier d'être venu sur le plateau de Une Semaine un Dimanche ce dimanche. Ce que je voudrais dire d'abord, merci, et je lance un appel à nos populations sawa mais camerounais
et à l'administration pour respecter la tradition, pour vivre en harmonie avec la tradition. C'est là-bas que nous allons puiser notre force pour les grands défis de la République. Une semaine, un dimanche de ce dimanche touche à sa fin. Nous recevions donc ce dimanche le prince Kouma Ndoumbe III. Il faut le rappeler, c'est le petit-fils de Lok Priso, grand résistant à la colonisation allemande au Cameroun. C'est d'ailleurs lui qui a été désigné pour délivrer le nom du nouveau roi des Belles. Notre invité a été pendant plusieurs années, il faut le dire, pratiquement une décennie, président des écrivains du Cameroun et vice-président des écrivains d'Afrique centrale. Il a écrit 70 livres à la date d'aujourd'hui, en 40 ans d'activité littéraire. Il a été enseignant à l'université de Lyon 2 en France, professeur avec une habilitation en sciences politiques de l'université libre de Berlin en Allemagne. Depuis 1979, il a enseigné à l'université de Yaoundé 1. Et puis depuis quelques temps, il est à l'université de Yaoundé 2. Il vient de prendre sa retraite. Non, je ne suis pas à Yaoundé 2. Yaoundé 1. Oui. Vous avez pris votre retraite, vous l'avez dit. Ah oui, il y a quelques mois. Et maintenant, vous allez consacrer l'essentiel de votre temps à la Fondation Afrique Avenir et aux éditions Afrique Avenir, vraiment. Politologue, romancier, poète, dramaturge, j'ai failli oublier germaniste. Oui, c'est vrai. Ça peut paraître paradoxal pour les auditeurs qui nous écoutent. Pourquoi? Germaniste, ça signifie quoi? Ça renvoie à quoi? Aux études germaniques. J'ai un doctorat en études germaniques et j'ai aussi un doctorat en histoire. Bon, et j'ai une habilitation en sciences politiques. Germanique, c'est-à-dire la science de la germanité des pays de langue allemande. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, etc. On peut entendre germanophile aussi? Vous pouvez aussi être germanophile ou germanophobe. Moi, je pense que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir parler d'égal à égal avec les autres peuples. Qu'il s'agisse d'Allemands ou de Français, d'égal à égal, pour que la paix règne et que nous, les Africains, on ait le droit d'utiliser ce que Dieu nous a donné et que les autres ne viennent pas arracher ce que Dieu nous a donné pour emporter chez eux. Et peut-être un dernier mot pour sortir. On est en train de préparer le culte du génie du fleuve, le Ngondo. Je pense donc que la famille Belle va nous dire, et je suis très heureux que au niveau du successeur, que le prince nous a facilité la tâche. Donc comme ça, cette histoire n'ira même pas au Ngondo, etc., pour que le Ngondo arbitre. Et je pense que King Akwa va sûrement passer le flambeau, comme on fait d'habitude cette fois-ci. Et je pense que le Ngondo va continuer. Mais l'appel que je lance, c'est que le Ngondo doit respecter la tradition. Le Ngondo ne doit pas devenir un folklore. Je parle parce que le Ngondo, c'est les belles qui le tiennent. Au niveau traditionnel, au niveau des choses de l'eau. Et je dis que moi, le petit-fils de Kouma Mbappé, s'il vous plaît, arrêtez le folklore. Je n'ai pas le sentiment que c'est suffisamment clair pour moi. Ceux qui doivent entendre et comprendre ont entendu et ont compris. Merci Prince Kouma Ndoumbe III d'être venu sur le plateau de Une semaine un dimanche de ce dimanche, point final. Merci à Hervé Kaimé qui a assuré la réalisation technique de cette émission, préparée et présentée par Tuba Fangwa. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Ambo anaso mbo ai, msangombe na motote.